Donc pour répondre un peu aux différentes questions, donc regardez bien les quatre clés là, que je vous ai données sur l'indice glycémique, la charge glycémique des aliments, donc ce qu'il y a dans votre assiette, le groupe sanguin, donc ça c'est ce qui concerne votre corps, et puis votre type morphologique qui va déterminer votre façon de vous entraîner et votre capacité à stocker également les aliments. D'accord ? Donc groupe sanguin, c'est pour déterminer si les aliments réagissent comme des médicaments, comme des poisons par rapport à votre corps. Si vous agressez votre corps quand vous mangez, ou bien si vous faites du bien. Ça, c'est le groupe sanguin. L'indice glycémique, c'est le rythme. Le rythme qu'a besoin votre corps pour assimiler les sucres. Ça veut dire c'est pour être à temps à votre entraînement et avoir des performances au bon moment quand vous en avez besoin. Et aussi pour avoir une surcompensation qui n'entraîne pas de stockage de graisse. Et puis, vous avez la charge glycémique. Alors ça, c'est la teneur en sucre des aliments. Alors la charge glycémique, elle n'est pas mauvaise en soi. Par exemple, vous avez la pastèque qui est très riche au niveau, non, qui est très rapide au niveau de l'indice glycémique, mais qui est très faible en charge. En charge glycémique, ça veut dire en glucose. Donc, il va falloir des kilos et des kilos de pastèque pour pouvoir stocker. Vous aurez du mal à stocker la pastèque alors qu'elle a un indice glycémique élevé. Et donc, il faut être quand même prudent avec ces choses-là. Il faut bien observer les deux choses et faire la moyenne des deux pour trouver le rythme qui va vraiment vous permettre de progresser dans votre séance. On a vu ça. Et puis donc le style, hein, ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe. Alors là, c'est pareil. Vous avez un style global, mais il faut bien déterminer quelle partie de votre corps est quoi. Vous pouvez avoir des bras ectomorphes, par exemple, avoir un dos endomorphe qui prend de la graisse facilement, et avoir des cuisses mésomorphes qui prennent aussi bien qu'ils perdent. Hein. Donc ça, il faut être aussi un peu précis là-dessus, exactement comme le phénomène qui dit que vous ne pouvez pas entraîner chaque muscle de la même façon, parce que vous n'aurez pas le même résultat. Essayez d'entraîner chaque muscle de la même façon, et vous verrez que les résultats seront différents, parce qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que chaque muscle, en fonction de vos activités quotidiennes, et puis de votre génétique également, qui sont ensemble, c'est ce qui va donner la quantité de fibres blanches ou de fibres rouges de votre muscle. En fonction de cette quantité-là, donc ça va faire varier vos réactions aux différents exercices. À savoir qu'il est plus facile de transformer un muscle riche en fibres blanches en fibres rouges, donc de passer de la force au marathonien, que de passer du marathonien à la force. D'accord ? Donc ça, c'est une clé aussi pour savoir dans quel sens s'y prendre. Quand vous faites une activité d'endurance, vous pouvez faire de la musculation. Mais il ne faut pas que votre musculation excède 20% de la totalité de votre travail en endurance pour ne pas nuire à votre travail en endurance, pour être bénéfique à votre travail aussi en résistance, comme au niveau, par exemple, on peut le voir au niveau du karaté. Donc ça, il faut savoir, parce qu'on m'a dit souvent, oui, mais la musculation, c'est un entraînement complètement antagoniste par rapport au karaté. Ben non, tout est une question de dosage. Si vous ne donnez pas plus de 20% de votre temps à votre entraînement en musculation, alors vous aurez un gain par rapport à votre entraînement en karaté. Si vous donnez plus, vous risquez, c'est pas certain, mais vous risquez d'entraver votre travail au niveau du karaté, de ralentir vos progrès au niveau de votre karaté. Par exemple, ça marche aussi pour les marathoniens, ça marche aussi pour les autres activités sportives. C'est pour ça que la musculation est une activité de soutien. Mais dans cette activité de soutien, dans ces 20%, rien ne vous empêche de vous faire une planification cohérente avec un cycle force, un cycle volume-puissance, un cycle résistance et un cycle endurance. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord ? Savoir que hors saison, dans le travail de fond, vous pouvez très bien inclure la musculation. Au contraire, ça va être bénéfique. Le travail cardio est bénéfique aussi, mais plutôt auxiliaire. Parce que comme vous l'avez vu, et ça c'est vrai, il y en a dans les vidéos qui en témoignent, ils disent que le travail d'endurance favorise le stockage. Alors oui, ça favorise le stockage, mais plus que ça encore, le travail d'endurance, l'endurance se perd très vite, ça c'est Bruce Lee qui le disait. Dès qu'on cesse de la travailler, vous arrêtez de travailler, c'est là que vous perdez votre endurance rapidement, plus rapidement que vous allez perdre par exemple votre force. Et vous allez, quand vous allez arrêter de travailler l'endurance, appeler le corps à plus se stocker, parce que je vous l'ai dit que c'est la graisse qui permet d'aller plus loin, donc qui permet les exercices d'endurance à aller de plus en plus loin et de mieux en mieux. Donc le corps, il se règle toujours comme ça. La surcompensation, ça justement, ça vous permet d'aller de plus en plus loin dans vos exercices. Ça permet au corps une adaptation qui fait qu'une séance ancienne devient, au fur et à mesure du temps, une séance facile. Donc, bien sûr, ça va donc favoriser d'une certaine façon, durant un laps de temps donné, pas à vie, le stockage de graisse. Je précise sur ça parce que l'entraînement réagit comme un écho.
Ça veut dire que si par exemple vous arrêtez, vous avez fait beaucoup d'endurance, que de l'endurance, et que pendant un an, vous mangez n'importe quoi, vous allez faire de la graisse. Mais au bout d'un moment, le corps, comme il travaille sur sa survie, il va voir que votre poids vous pose des soucis. Donc il va se réguler d'après son système de survie pour commencer à réguler l'alimentation différemment en fonction de votre activité physique. D'accord? Donc votre stockage peut s'équilibrer. Donc ce n'est pas quelque chose de fatal ou quelque chose qui va durer toute votre vie. Ça, il faut bien vous le dire. Hein. Le stockage n'est pas quelque chose de longue durée. Le corps va toujours ajuster son stockage en fonction de votre activité physique, en fonction du déstockage. Ça peut être promener son chien, ça peut être en fonction de cela. Il va faire une moyenne. Tous les soirs, quand vous vous couchez, le corps, le cerveau rembobine toute votre journée, un peu comme quand vous allez mourir où on voit toute sa vie défiler. Le corps n'attend pas que vous mouriez pour justement faire des débriefings tous les soirs, même si vous n'y pensez pas. Inconsciemment, il revient absolument sur toute votre journée et il fait le calcul le soir. Le lendemain, en fonction de comment vous allez vous sentir, vous avez le résultat de ce calcul. Et il va falloir 48 heures à votre corps pour commencer à stocker la graisse du dernier repas que vous avez pris. Donc vous avez 48 heures pour utiliser l'énergie de votre assiette de façon à ne pas stocker. Ça, c'est pour les généralités qui concernent un peu votre rythme physique. Donc vous voyez qu'en fait, rien n'est un hasard. Hein. Tout est une question de calcul, tout est une question de tempo. Le plus important, c'est surtout avoir un bon rythme, un rythme qui vous correspond, un rythme qui correspond à celui de votre corps, de votre morphotype, de votre groupe sanguin, qui correspond aussi à ce que vous mangez. Et en fonction de ça, vous aurez le résultat que vous souhaitez. Quand je dis résultat que vous souhaitez, vous pouvez être un sumo qui désire être plus fort, être plus lourd, même si on prend de la graisse. Vous pouvez être quelqu'un qui fait de la force, qui veut juste être fort, même s'il prend un petit peu de poids ou de la graisse et ça ne le dérange pas. Vous avez d'autres gens qui font de la force, qui veulent être plus fins et plus forts. Et vous avez les culturistes qui veulent être gros, secs, etc. Et là aussi, il y a des différences. Il y a des culturistes qui veulent aller sur des hauts plateaux de compétition, qui ne veulent pas être secs, qui ne veulent pas être trop secs, qui ne veulent pas être trop déchirés. Et vous en avez d'autres qui veulent être super secs, super déchirés. Donc vous avez des grandes variantes, en réalité, qui correspondent à chaque personne est comme une école, une formation en même temps, qui lui permet d'évoluer vers ce qu'elle souhaite. Et c'est très différent, même dans les mêmes sports et dans les mêmes branches d'activité. Les objectifs peuvent varier, hein, pratiquement à l'infini. Donc, bien sûr, on vous sert actuellement que plus vous êtes sec, plus vous êtes beau, ce qui n'est pas forcément vrai. La sèche, ça ne rend pas beau tout le monde. Que plus vous êtes déchiré, plus vous êtes en forme. C'est pas vrai, parce que quand vous êtes sec, ça, le médecin Yves Divers vous a donc renseigné sur ça, c'est que vous êtes en déplétion calorique. Ça veut dire que votre corps est en manque, il est en manque de calories, il est en manque d'aliments, il peut être aussi fortement carencé, donc ce n'est pas un signe réellement de santé. Hein. Et puis, vous avez aussi en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les photos, etc., qu'on vous montre, qui sont complètement truquées pour faire vendre, parce que soi-disant, c'est plus joli. Il y a certaines, ça dépend, ça c'est une question de mode, il y a certaines cultures, même encore aujourd'hui, qui préfèrent les personnes qui sont plus ronds, qui sont plus forts, qui sont, par exemple à Tahiti, ils aiment bien les personnes quand même qui sont forts, qui sont costauds, qui sont solides de constitution. Pour eux, un guerrier, ça va être ça. Alors c'est pour ça que quand on dit ouais les guerriers, ils sont secs, etc. Ça dépend vraiment du point de vue, ça dépend des cultures, la tradition, ça dépend de l'éducation. Donc regardez votre objectif, prenez les informations que vous avez besoin. Pas forcément sur Internet, parce que sur Internet, les gars qui sont sur Internet, c'est surtout pour se vendre eux-mêmes, c'est surtout pour montrer qu'ils sont super, qu'ils sont excellents, qu'ils ont beaucoup de connaissances, alors qu'en fait, si vous regardez bien, au niveau du palmarès, vous n'avez rien, donc ils n'ont pas fait leurs preuves, ils n'ont pas fait leurs preuves nulle part. Souvent, ils retouchent leurs photos, donc là encore, ils mentent. Les diplômes, on ne sait pas s'ils sont diplômés ou pas. Ben bon, ça dérange personne, alors que normalement, il faut être formé quand même pour raconter des choses comme ça. Quand j'interroge un médecin, le médecin, vous savez qu'il a déjà une formation solide au niveau de la santé, pour ne pas raconter n'importe quoi. Et puis aussi, bon, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Hein. On tombe dans le virtuel, on tombe dans l'image de synthèse presque. Donc, je ne dis pas qu'ils donnent des mauvaises informations, ils donnent des bonnes informations de base. Ce sont des exercices de base qui sont enseignés dans les salles de musculation. Si vous allez dans une salle, si vous trouvez quelqu'un, un prof classique, il va vous enseigner ses mouvements, il va vous enseigner des techniques. Bon, ce que vous allez trouver de plus sur le net, c'est que vous avez une petite partie de l'expérience de chacun. Ça, c'est intéressant, d'accord? Parce que c'est en mélangeant les expériences, et c'est surtout en s'entraînant avec les gens, qu'on apprend et qu'on découvre
ce qui va nous servir à soi pour aller plus loin, ce qui va nous sortir de notre simple point de vue qui n'est pas suffisant. Quand on travaille en musculation, on a besoin de divers points de vue. Ça, c'est très important.